Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Il est 18 h, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont-Blanc. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle demi-heure d'actu. Encore plein de belles choses ce soir au sommaire. Xavier Roseraine, député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, me rejoindra dans un instant sur ce plateau. Nous échangerons sur ses premiers mois de mandature. L'instant géo ensuite avec le petit débrief de Pauline sur cette nouvelle journée olympique. Et puis comme chaque jeudi, nous parlerons médias dans Accès Direct. Nous irons en Suisse où la campagne fait rage autour de la votation Nobilag. Les télés locales helvétiques se mobilisent contre la suppression éventuelle de la redevance. Nous serons avec le rédacteur en chef de Canal 9, Frédéric Philippin. Et puis Cécile Bouget de Francesco, journaliste, me rejoindra pour nous présenter ses initiatives coup de cœur. Comment ça va, Olivia? Bien et toi? Bien. Les titres du JT, on commence avec le Lyon-Turin. Exactement, Sébastien était ce matin à Modane. Donc les préfets d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Turin ont signé une convention. L'objectif, que le projet du Lyon-Turin ne soit pas, on va dire, parasité par les mafias italiennes. Et puis, on fait le point dans le journal tout à l'heure sur le dossier du loup. Exactement, et c'est Pauline Courceau qui nous propose ce sujet. Alors, le plan loup a été publié par le gouvernement. Donc, le nombre de loups est actuellement de 360. Il devrait passer à 500 d'ici 2023. Tout en abattant certaines espèces. Donc c'est une décision qui ne satisfait ni les écologistes, ni les éleveurs, pardon. On fera le point tout à l'heure. Exactement. Et puis on te retrouve tout à l'heure aussi pour la revue de presse. Oui, à tout à l'heure. Respire, ça va bien se passer. J'accueille maintenant Xavier Roseraine, député La République En Marche de la 6e circonscription de Haute-Savoie. Il est notre invité du jour. Alors bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu député de la 6e circonscription, donc avec un peu plus de 56% des voix. C'était le dimanche 18 juin 2017. C'était face à la députée sortante Les Républicains, Sophie Dion. Jusque-là, les gens vous connaissaient aussi pour être le maire des Ouches. Vous faites toujours partie du conseil municipal, mais vous avez laissé votre siège. Qu'avez-vous fait de ces 8 premiers mois en tant que député? Alors, on a fait beaucoup de choses parce que c'est passionnant. Moi, je suis à la commission finances à l'Assemblée nationale et c'était une commission qui a pour objectif de voter le budget de l'État. Et il y a différents budgets de l'État, ce qu'on appelle le PLF. Et ce projet de loi de finances, donc c'est bien ce qui nous a occupés sur les 6 premiers mois. Et il fallait, pendant ces 6 premiers mois, faire des économies sur le fonctionnement pour arriver à rester en dessous des 3% de déficit du PIB, comme c'est l'engagement qui avait été pris pour l'Europe. C'était un choix de faire partie de la commission des finances ou on vous y a incité parce que ce n'est pas forcément un choix comme ça qui fait rêver, si je puis me permettre? Moi, on fait des choix et puis après, on choisit en fonction du premier, deuxième ou troisième choix. C'était mon deuxième choix. Mon premier choix, c'était le développement durable. Mais je pense que ils ont pris les anciens maires, parce que moi j'étais maire de la commune des Ouches, les gens qui connaissaient un peu plus la partie budgétaire et se sont dit, mettons à la commission finances des gens qui ont une connaissance des budgets, même si on peut difficilement comparer un budget de la nation avec un budget d'une commune, parce qu'aux Ouches on fonctionnait avec 1000, 2000, 3000 euros, sauf que là on parle plutôt en centaines de millions d'euros. Alors, l'une de vos ambitions affichées, c'est de porter la voix de la montagne à Paris. Alors, de quelle montagne on parle? Donc, parce que vous êtes député du Mont-Blanc, donc c'est pas n'importe laquelle, mais il y a plein d'autres massifs très différents, ne serait-ce qu'en Savoie-Mont-Blanc. Donc, quelle montagne vous voulez porter à Paris? L'ensemble des montagnes, parce qu'on a vraiment des points communs de l'ensemble des montagnes, que ce soit dans les Pyrénées, le Jura, les Hautes-Alpes. Tout ça sont des belles montagnes et on a des spécificités. Il existe une loi montagne depuis 1985 et puis il y a l'acte 2 de la loi montagne qui est assez récent d'ailleurs, qui a été voté là en décembre 2016. Et pourquoi il y a une loi montagne? C'est parce qu'on a des spécificités en montagne et on ne peut pas aujourd'hui par exemple avoir les mêmes règles de construction pour des grandes villes et pour la montagne. Et donc il faut ces spécificités de montagne et c'est ça que je voudrais vraiment défendre à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été pris en compte sur le deuxième volet de la loi montagne? Si, l'acte 2 de la loi montagne a apporté quelques modifications. Le problème, c'est que cette loi a été votée, à mon avis, un petit peu rapidement. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte. Et par exemple, les problèmes d'urbanisme, où pour construire en montagne, il faudrait qu'on ait des lois qui soient un petit peu particulières par rapport à des grandes villes.
Alors pour cette mission-là, vous avez été nommé président du groupe Montagne qui va être recomposé. Donc tous les députés volontaires peuvent en faire partie, de tous partis confondus d'ailleurs. C'était Sophie Dion, la députée sortante qui était déjà présidente de ce groupe sur la session d'avant. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce groupe Montagne ? Alors ce groupe Montagne, l'intérêt c'est que sur les 577 députés, on peut s'inscrire à des groupes d'études, ce qu'on appelle des groupes montagne. Et moi, j'ai demandé la création de ce groupe montagne pour continuer, du coup, à apporter ces spécificités de la montagne et voter des lois qui soient compatibles avec la montagne. L'avantage de ces groupes d'études, c'est qu'ils sont transpartisans. Tous les gens qui sont amoureux de la montagne et qui veulent faire avancer leur territoire de montagne sont dans ce groupe. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans ce groupe des LR, plutôt de gauche, et puis aussi beaucoup de la République En Marche. Et ce groupe est coprésidé avec une personne des Républicains. Alors, vous avez été élu notamment sur un gros dossier, on était en plein dedans en 2017, la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. En la matière, très spécifiquement, qu'est-ce qui s'est passé en 8 mois sur le sujet ? Vous avez pu mener de front certaines actions ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses en 8 mois. Il s'est passé beaucoup de choses parce que, vous savez, on est dans la révision de ce qu'on appelle le PPA. C'est le plan de protection de l'atmosphère. Et ce plan devra être adopté donc fin 2018 sous l'égide du préfet. Il a créé des groupes d'études sur la partie transport, la mobilité, sur l'énergie, sur le chauffage, sur la santé. Et tous ces groupes-là ont beaucoup travaillé. Le préfet a voulu qu'on ait vraiment des citoyens qui soient représentés, des entreprises, les associations, et puis bien sûr les services de l'État. Et tout ça a donné un travail énorme. Et une feuille de route a été envoyée très récemment du coup, à Nicolas Hulot, notre ministre d'État. C'était sa demande d'ailleurs quand il était venu à Chamonix. C'était sa demande pour pouvoir maintenant mettre de l'argent, et il faudra que l'État apporte de l'argent suffisamment sur ce PPA pour pouvoir réussir le combat sur la qualité de l'air. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Tous les groupes ont rendu leur travail. Maintenant, il faut mettre les priorités et puis mettre de l'argent en face pour que ce PPA2 soit une réussite et qu'on arrive pour de bon à diminuer cette pollution atmosphérique. Pour beaucoup d'associations, habitants, ça ne va pas assez vite. Vous partagez cet avis-là ? Alors, moi je crois que ça va très vite parce qu'on a passé un cap. Aujourd'hui, il n'y a plus un élu local, il n'y a plus un élu des communes, des comités de communes qui ne travaille pas sur le sujet. Parce qu'on a eu un gros épisode il y a plus d'1 an et demi de pollution qui a duré plus de 35 jours. Et aujourd'hui, il y a eu l'avant et l'après. Donc tout le monde travaille, il y a beaucoup de choses qui sortent. Moi, je suis vraiment rassuré sur le sujet, à condition qu'on ait les moyens financiers suffisants pour appliquer l'ensemble des mesures. Et le diagnostic a été fait. Maintenant, il faut simplement passer aux mesures. Le ministre a dit qu'il reviendrait au mois de mars, une fois qu'on lui aura donné la feuille de route. Je pense que c'est ce qui va se passer et je suis certain qu'on aura des bonnes nouvelles sur ce plan de protection de l'atmosphère. Alors là, vous parlez de financement sur ce dossier-là, mais tout à l'heure en début d'interview, à la Commission des finances, il faut faire des économies. Comment ça s'articule justement quand on porte un petit peu les deux aspects ? Il faut faire des économies globalement au niveau de la France, mais... Pas au niveau de la vallée de l'Arve ? Mais c'est pas ça, c'est que la qualité de l'air, c'est une priorité. Et en fait, il faut simplement prioriser les choses. Et il y a de l'argent qui sera mis. Il y a à peu près 14 régions qui ont des PPA, des plans de protection de l'atmosphère. Il y aura des moyens pour ces régions-là, parce qu'il y a des engagements au niveau de l'Europe, mais surtout, c'est que c'est un problème sanitaire et qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé. Alors justement, un laboratoire Analytica a détecté, c'était là il y a quelques semaines, la présence de métaux lourds dans l'air de la vallée de l'Arve. Il a été financé par un collectif d'habitants, par une habitante d'ailleurs en particulier. Des métaux lourds dans l'air en vallée de l'Arve ? Alors pas dans l'air, parce que c'est le sol qui a été analysé. Cette étude, elle a fait du mal. C'est inquiétant. C'est inquiétant, mais cette étude, elle a fait du mal parce que c'est Atmo, aujourd'hui, qui est Rhône-Alpes-Auvergne, qui organise la mesure de l'air, etc. Et là, on a pris un cabinet indépendant qui fait une mesure qu'on n'a pas vérifiée scientifiquement et qui dit il y a des métaux. Mais est-ce qu'il y a des métaux là? Est-ce qu'il y en a ailleurs? Et c'est pour ça que moi, j'ai réagi fortement sur cette étude-là pour que Atmo, avec les services de l'État, ait les moyens
d'apporter la contradiction et nous dire réellement s'il y a des métaux, s'il y a des métaux lourds, s'il n'y en a pas. Et surtout, c'est s'il y en a, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Mais, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais il ne faut pas qu'une étude comme ça, commandée par le citoyen lambda, puisse remettre en cause le travail scientifique qui est fait. Donc c'est bien parce que c'est un lanceur d'alerte. Donc maintenant, regardons cette étude, apportons la contradiction. S'il y a vraiment quelque chose, il faut agir, et là c'est inadmissible. Mais par contre, je n'ai pas forcément aimé la méthode parce qu'on disait par exemple que Atmo, qui fait un travail extraordinaire sur la qualité et la surveillance de l'air, était un peu remis en question. Et ça, c'est dommage. Mais ça va être fait. Vous avez demandé effectivement la création d'un comité scientifique indépendant auprès du ministre. Est-ce que ça va être fait? Et si Alors oui, j'espère que ça sera retenu parce qu'il faut qu'on ait un comité scientifique sur la qualité de l'air. Il faut que tout ce qui est annoncé sur la qualité de l'air ne puisse pas être discuté. Il ne faut pas qu'on dise, s'il y a tant sur les PM10, s'il y a tant sur les NOx, il faut que ça soit scientifiquement prouvé. Et on a besoin de ce comité scientifique avec des représentants en fait, de l'État, mais des associations, pour que tout ce qui soit dit ne puisse pas être mis en cause. Merci beaucoup. On va passer à notre instant JO avec Pauline. Vous regardez un peu les jeux là? Alors, moi j'adore, et en fait on a des champions en France qui sont exceptionnels, et puis que ce soit Martin Fourcade ou les autres, ça nous fait vivre vraiment des bons moments, et beaucoup de moments avec la montagne. Eh ben, merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je vous laisse Merci rejoindre beaucoup. la régie, on va accueillir Pauline pour l'instant JO. Alors on s'approche de ces fameuses 20 médailles. On s'approche, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. On s'approche pas assez vite, il reste plus beaucoup de jours, donc il va falloir carburer. Effectivement, aujourd'hui, on n'a eu qu'une seule médaille, un maigre moisson, une médaille de bronze pour le relais féminin de biathlon. Anaïs Chevalier, Marie-Dorin Habert, Justine Breza et Anaïs Bescon terminent à une très belle 3e place. C'était une course difficile, de la neige, beaucoup de vent, donc beaucoup de ratés. Sur les tirs, elle se termine tout de même loin devant les favorites, la Norvège et l'Allemagne. Anaïs Bescon qui a dédié sa médaille de bronze aux 2 soldats tués au Mali, puisqu'on le sait, elle est caporal-chef dans l'armée de terre. C'était aussi la dernière course pour Anaïs Bescon et Marie Dorin. C'est la 5e médaille pour le biathlon français. Et c'est peut-être pas fini, puisqu'il y a encore le relais mix demain. Le biathlon qui rapporte tout de même un tiers des médailles françaises. Heureusement qu'ils sont là. Et puis, pas de miracle en halfpipe. Kevin Rolland, blessé déjà pendant les qualifs, a encore chuté lourdement, et ce, sur ses 3 runs. Le Français était longuement applaudi tout de même par le public. Il était évidemment très déçu. Il avait fait une médaille à Sochi. Il espérait mieux ici. Il était très ému, mais il a dit qu'il allait revenir, qu'il était très motivé, qu'il reviendrait dans 4 ans. L'autre Français, lui aussi blessé. Décidément, c'est pas de chance là pour les Français. Il a fait qu'un run. C'est donc une compète à oublier pour les Français. Et on se projette sur la Coupe du Monde et dans 4 ans. Et puis en slalom homme, ça n'est pas passé très loin là pour le coup pour les Français. Ils font 4, 5 et 6. C'est donc rageant au pied du podium, et surtout à 4 centièmes, 6 centièmes et 9 centièmes du podium. C'est très peu sur 2 manches. C'est rageant quand on sait que surtout les 2 favoris ont chuté, n'ont pas terminé la course. Donc il y avait moyen de faire quelque chose. Et puis c'est triste aussi pour Jean-Baptiste Grange. Le doyen de l'équipe de France a dû abandonner, et ce dès la première manche. C'était sans doute ses derniers jeux, peut-être aussi la fin de sa carrière. Donc voilà, c'est dommage, c'est un petit peu triste de terminer comme ça. Et puis enfin en combiné nordique, la France termine 5e dans une course dominée par l'Allemagne. Jason Lamy appuiera donc son pari pour ce qui était possiblement aussi sa dernière course olympique de sa carrière. Donc voilà, aujourd'hui une seule médaille, mais une très belle médaille, et puis on en attend encore plein d'autres, on espère. Et du coup, cette nuit, pourquoi on se lève? Alors, on se lève plus pour grand-chose parce que c'est bientôt la fin, donc ça va. On peut se lever à 2h du matin ou pas se coucher pour aller voir le ski cross femme avec 2 Françaises. Elles sont pas favorites. Ophélie David, on le sait, s'est blessée. Mais pourquoi pas, on espère une belle surprise. Voilà. Et on n'aura pas besoin de se lever. Ce sera la pause déjeuner à 12h15 avec le relais homme. Et pourquoi pas, ils sont pas favoris non plus, mais pourquoi pas, comme les Françaises, un beau podium. Ça ferait 6 médailles pour le biathlon français. Donc ce serait pas mal. Et puis on va voir le tableau des médailles. La France est 7e avec 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 6 de bronze. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le biathlon c'est un tiers des médailles sur ces 15 médailles. 15 médailles, c'est le record qui avait lieu à Sochi. Donc ça y est, on l'égale. On pourra, on l'espère, sans doute le dépasser. De là à arriver au 20, en revanche, ça paraît un peu plus compliqué, mais sait-on jamais, c'est le sport et on a jusqu'à dimanche pour rêver.
Eh ben, merci beaucoup, Pauline. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau débrief. On jette un petit coup d'œil à notre webcam du jour, une webcam un peu embrumée. Vous allez le voir du côté du Semnoz. Il ne devait pas y avoir beaucoup de monde sur les pistes, mais toutes les pistes, en tout cas, que ce soit en alpin ou en nordique, sont ouvertes du côté du Semnoz. Comme chaque jeudi, on parle médias maintenant. C'est notre chronique revue de presse. Et on part de l'autre côté de la frontière aujourd'hui. Frédéric Philippin, rédacteur en chef de Canal 9, nos confrères du Valais, est avec nous sur le plateau du JT pour nous parler de la votation Nobilag le 4 mars prochain. Bonsoir. Bonsoir Fanette, bonsoir à tous. Alors l'enjeu est assez énorme. Le bilag, pour faire simple, c'est l'équivalent de notre redevance, sauf qu'en Suisse, le service public et les radios et télés locales privées en touchent une partie. Si la redevance est supprimée, que se passera-t-il pour vous, pour Canal 9 ? Alors déjà, oui, BILAG, effectivement, c'est le nom de l'institut qui prélève la redevance. Alors cette redevance, elle est d'un montant d'1,3 milliard de francs. Elle est redistribuée, vous l'avez dit, non seulement du côté du diffuseur national, la SSR, on l'appelle comme ça, et c'est 24 chaînes de radio et de télévision. C'est l'équivalent de votre service public, de France Télévisions. Et puis également sur 34 chaînes de radio et de télévision, dont font partie Canal 9 ou encore La Télé ou Léman Bleu. Sur ces 1,3 milliard, la grosse part, 1,2 milliard, va au diffuseur national. Et puis les médias régionaux dont nous faisons partie se partagent, donc 34 médias, environ 65 millions de francs. Alors pour répondre à votre question, que se passera-t-il en cas de oui dans les urnes le 4 mars prochain? Ce sera la disparition du monde médiatique, des radios et des télévisions en Suisse. Les médias disparaîtront tout simplement. Si je prends un exemple très concret, celui de Canal 9, on reçoit, bon an mal an, année après année, environ 3,8 millions de francs suisses sur un budget de 7 millions. Ça représente 55% de notre budget. Amputer une télé ou quelque société que ce soit de 55% de son budget, eh bien, elle se casse la figure. Cet argent, il nous sert à engager des journalistes. Cet argent, il nous sert à faire soir après soir un journal en 2 langues, nous concernant. Un journal, je suis sur le plateau du journal francophone, un journal également dans le Haut-Valais, en langue allemande. Plus de journal, c'est plus d'audience. 80 000 téléspectateurs soir après soir qui nous regardent. Plus d'audience, c'est des annonceurs qui partiraient, plus d'annonceurs, plus de budget, c'est terminé, on tire la prise au 1er janvier 2019. Mais ça paraît difficile à croire. Qu'est-ce que vous leur avez fait à ces personnes qui portent cette votation-là ? Alors personnellement, j'espère que je n'aurais rien fait du tout, ou alors ce serait très grave. Alors cette votation, elle émane de milieux qu'on appelle libertariens, qui ne veulent moins d'État, voire plus d'État du tout. Pour ces milieux-là, on les retrouve du côté des milieux libéraux, radicaux, c'est le centre-droite en Suisse, des jeunes politiciens également. Pour eux, le concept, il est simple, le concept de demain, c'est je paye ce que je consomme. Si je ne regarde pas la télévision publique, si je ne regarde pas Canal 9, pourquoi devrais-je payer pour une chaîne, une radio que je ne consomme pas? Voilà ce qu'il y a là derrière. Là derrière, il y a en fait la libre concurrence, l'offre et la demande, une chaîne de télévision qui serait très efficace, qui aurait un public, eh bien, via des systèmes d'abonnement, via des systèmes de dons, elle pourrait continuer à vivre. Une chaîne de télévision qui n'a pas trouvé son public, qui n'a pas de public, eh bien, sans redevance, elle mourrait tout simplement. Donc c'est la loi de l'offre et la demande qui est très chère au monde libéral. Vous avez réussi à vous mobiliser sur la question parce que forcément, je suppose que dans vos JT, etc., vous en parlez. Vous êtes un peu juge et partie. Donc comment vous avez traité cette votation-là ? Alors c'est très compliqué, on s'est posé la question, la campagne est partie très tôt. Vous savez déjà qu'en Suisse on vote 4 fois par année, donc on a la culture du débat. Pour chaque objet de votation, qu'il soit cantonal ou fédéral, nous débattons. On s'est dit comment débattre. Donc à Canal 9, je fais les débats, c'est le rédacteur en chef qui fait les débats. Comment se situer en étant juge et partie? On a fait les débats, donc on avait chaque fois 2 opposants, 2 initiants, et puis mon rôle à moi c'était de distribuer la parole de façon équitable
Et je pense même que j'ai surinterprété ma mission en étant peut-être un peu plus pointu avec les gens qui allaient contre ce texte. Donc certaines fois, j'avais en face de moi des gens qui me défendaient, qui défendaient mon média, mon métier, et puis avec eux, j'étais peut-être un peu plus pointu qu'avec les initiants. Ça a été très compliqué, donc les médias se sont mobilisés, tous n'ont pas voulu jouer ce jeu-là. Canal 9 reste une exception, d'autres médias ont décidé de ne pas débattre pour éviter ce piège-là, de ne pas en parler, voire de ne pas beaucoup en parler. Et puis on a une immense mobilisation de tous les milieux. Cette initiative, elle est combattue carrément par tout le monde, au-delà des milieux qui ont porté ce texte, les milieux sportifs, les milieux culturels, les milieux politiques. Plus de radio, plus de télévision, c'est plus de visibilité pour tous ces acteurs-là. Et donc ils ne veulent pas que le oui l'emporte dans les urnes le 4 mars. Et justement, comment ça s'annonce? Parce que de ce que j'ai vu, les derniers sondages montrent que le non au No Bilag a plutôt tendance à se renforcer. Ça veut dire que vous êtes confiant? Alors, sauf tremblement de terre, comme on dit en Valais, le non va l'emporter. Avant Noël, on a eu un premier sondage qui nous a inquiétés. Le oui caracolait en tête avec 57% des intentions de vote. Ça s'est inversé totalement. 65% des gens, sondage qui est paru avant-hier, 65% des sondés en Suisse refusent le texte. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il est refusé dans toutes les classes d'âge, y compris chez les 18-24 ans, qui ne consomment plus la télé comme moi je la consomme, que chez les seniors. Intéressant aussi, quand on lit ce sondage, c'est que, y compris la Suisse alémanique comme la Suisse romande, vous savez que les Suisses alémaniques sont beaucoup plus durs vis-à-vis de leur télévision publique, et bien les Suisses alémaniques comme nous, les romans, rejettent le texte. Donc ça c'est une surprise, et encore une fois, ça va se terminer à 2 tiers, 1 tiers. L'initiative devrait être refusée à 65-66% des voix. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. On prendra évidemment des nouvelles. Merci Frédéric. Merci à vous. Bonne soirée. On va rester dans les médias avec notre petite revue de presse quotidienne avec notre Olivia Boisson nationale. Et on commence avec un week-end comme on les aime sur les routes. Effectivement, avec cet article de France Bleu. Alors, ce week-end, il y a 127 000 véhicules qui sont attendus en Savoie seulement. Alors, pourquoi? Parce que les 3 zones A, B et C sont sur la route en même temps. Samedi, ce sera le plus chargé. Il y aura 33 000 véhicules entre Albertville et Moutier. Et dans le sens inverse, 28 000. Dimanche, ce sera plus calme. Le site de France Bleu conseille d'avoir des chaînes dans sa voiture à tous les touristes éventuellement. Et puis nous, nous ferons un petit Facebook Live en direct du PC Osiris d'Albertville dans la matinée. Donc voilà. Ils auront toutes les infos. Exactement. Et puis, on l'a déjà évoqué sur 8 Mont-Blanc, coup dur. En tout cas, voilà, il y a des menaces sur certains centres de Météo France. Exactement, à cause du plan Action publique 2022. Alors, c'est quoi? En fait, c'est une réforme de la fonction publique donc, qui vise aussi à faire des économies, donc forcément à supprimer des postes. Alors, les antennes de Chamonix et Bourg-Saint-Maurice sont menacées de fermeture. La réforme prévoit une suppression de 500 postes sur 3000, donc ce qui est plutôt important. Les élus locaux soutiennent les météorologues et il y a un préavis de grève qui a été posé jeudi, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et puis avec toi, Fanette, on repart en Suisse du coup. Voilà, c'est justement nos confrères de RTS, puisqu'on en parlait avec Frédéric qui nous propose cet article. En fait, c'est un bilan qui a été fait par le Conseil fédéral sur ce que rapportent et écoutent les accords de Dublin et de Schengen, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais a signé des accords avec l'Union européenne. Eh bien, ça pourrait coûter entre 4,7 et 10,7 milliards de francs par an à la Suisse de quitter ces accords qui ont permis à la Suisse d'économiser plus de 220 millions de francs chaque année depuis 2012. Et c'est assez colossal pour l'économie suisse. Et cet article, en fait, il tombe là maintenant parce que les experts des États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne viendront inspecter l'application de cet accord en Suisse, là, dans quelques jours, pendant un mois.
Très bien, très intéressant en tous les cas. Oui, tout à fait. Et puis un portrait de Laetitia Roux. Voilà, puisque tu le sais, la 33e édition de la Pyraminte aura lieu du 14 au 17 mars prochain à Rèche-Beaufort. On sera évidemment présent parce que c'est un événement qu'on aime bien sur 8 Mont-Blanc. Et donc Alpine Mag nous propose un portrait, en fait c'est un coup de téléphone sous forme de vidéo. C'est assez sympa d'ailleurs graphiquement, avec Laetitia Roux qui a remporté 7 fois la Pyraminte. Elle a été 17 fois championne du monde. Enfin voilà, c'est la meilleure dans la discipline. Mais elle a connu un petit coup dur récemment. Donc voilà, notre confrère Antoine Terrizol a pris des nouvelles et ça va plutôt bien. Elle sera sur la ligne de départ évidemment de l'édition 2018. Donc on surveillera sa performance de près. Exactement. Tu restes avec nous ou pas? Oui. Tu restes avec nous. Et Cécile va nous rejoindre. Elle est déjà habituée au canapé d'accès direct puisque tous les mois, en tant que présidente du Club de la Presse, tu viens nous présenter une petite sélection d'articles. Mais là, c'est avec ta casquette de journaliste que tu nous rejoins pour nous présenter tes initiatives coup de cœur. Parce que quand on est journaliste, c'est chouette, on en voit plein de belles initiatives. N'est-ce pas? Et donc, on va commencer tout de suite avec une info du côté des 13 hommes à Annecy, qui vient de fêter ses 20 ans. 20 ans, tout juste. Donc connu pour être un magnifique hôtel, un restaurant gastronomique, une vue imprenable sur le lac, un spa merveilleux, mais pas que. Les 13 hommes, c'est aussi l'histoire d'un couple, Véronique et Pascal Droux, qui sont des gens engagés pour la préservation de l'environnement, engagés auprès de leur père, parce que tous les deux sont assez présents sur des organismes dans la restauration, par exemple. Et puis, engagés auprès de l'autre. Et c'est ça qui m'a intéressée. Engagés auprès de l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis fort longtemps, donc peut-être pas 20 ans, mais on s'en rapproche, ils recrutent dans leur personnel des personnes porteuses de handicap. Alors évidemment, c'est une loi en France. Beaucoup rechignent à la mettre en application, mais eux en ont fait quasiment une philosophie. Et donc, à l'heure actuelle, il y a plusieurs salariés handicapés qui font partie de l'équipe dans plusieurs services. Ça peut être au restaurant, en salle, ça peut être pour la gestion des espaces verts. Et puis, depuis 2 ans et demi, ça se passe au spa. Et Nazia a intégré l'équipe. Et Nazia, eh bien, elle est esthéticienne, masseuse dans ce spa. Donc elle a intégré l'équipe, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile ni pour les uns ni pour les autres, parce qu'il faut que tout le monde s'apprivoise et puis qu'on apprenne un petit peu à s'adapter aux difficultés. Parce qu'elle, son handicap, du coup? Elle est aveugle, pardon, j'ai oublié de le préciser, elle est aveugle. Donc pour Véronique et Pascal Droux, embaucher des personnes handicapées, c'est normal. L'entreprise doit refléter la vie, la société, donc pas de problème là-dessus. Et ce que eux notent, c'est qu'en fait, ça bénéficie à tout le monde, à la personne qui trouve donc un emploi et à toute l'équipe, parce que comme ils disent si bien, ça les oblige à s'ouvrir à l'autre. Donc quand je disais tout à l'heure, s'adapter au handicap de l'autre. Donc c'est une belle histoire, moi qui me plaît beaucoup, et je me disais que c'était l'occasion d'en parler. Eh ben merci. Et puis on continue avec une autre initiative très chouette, un bistrot sirop. C'est ça. Un bistrot sirop que l'on doit à des jeunes du Centre social et culturel du Parmelan à Annecy. Des jeunes qui ont entre 11 et 15 ans, qui fréquentent le centre culturel et social tous les mercredis après-midi. Et ça faisait partie d'un projet. L'idée, c'était quoi? C'était de trouver un outil pour peut-être plus échanger avec la population. Et donc, ils ont été accompagnés par un studio de design qui s'appelle Évrard et Devinast. Et ils ont mis au point ce petit chariot que vous voyez là. Et donc, c'est un chariot qui permet de distribuer des verres de sirop et des sourires. Et donc, je trouve que c'est particulièrement important de nos jours de cultiver le fameux lien social. Donc, ils ont assisté à tout le processus de fabrication, de l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la fabrication. Fabrication qui a été assurée par l'école ECA Anne-Sylvieux. Eux, ils ont participé à la peinture, paraît-il. Et puis, il y a l'association Roulin & Co qui a donné les petits trous pour que le chariot puisse se déplacer. L'agglomération d'Annecy qui a fait cadeau des gobelets, alors pas ceux-là, mais de gobelets recyclables. Et puis, la marque de sirop Dolin qui a donc financé la boisson pour la première sortie officielle du petit bistrot-bar. Et donc voilà, ça c'était l'idée, c'est pendant les manifestations qui sont organisées autour du centre social, eh bien c'est d'aller un peu à la rencontre des gens du quartier et puis de discuter un petit peu, d'échanger. Plutôt chouette ça. Et puis, focus sur l'association Les Blues Roses.
Oui, les Blues Roses, le comité d'Annecy notamment, qui existe depuis 2006, qui fait partie d'un réseau national. Au niveau national, c'est plus de 5000 bénévoles, 87 comités. Et donc à Annecy, ils sont une petite vingtaine de bénévoles. L'objet, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aller proposer des animations en milieu hospitalier, et notamment auprès des personnes âgées. Donc aujourd'hui, l'équipe intervient sur 3 établissements d'Annecy et des environs pour proposer des ateliers de chant, des ateliers de cuisine, des ateliers de loisirs créatifs. Tout ça de manière bénévole. L'association s'autofinance jusqu'à présent. Ce sont des gens qui sont formés non seulement à comment dirais-je, évoluer avec des personnes âgées, mais aussi dans voilà, la cuisine, le chant, etc. Et donc, ce qui est important pour eux, c'est évidemment l'humain. Alors l'humain dans le rapport aux personnes âgées, mais aussi à l'intérieur du groupe, puisqu'en fait, ils n'agissent jamais seuls. C'est toujours au moins un binôme qui se déplace pour faire les ateliers. Et on voit sur la photo, hein, ce sont des gens qui sont plutôt gais, plutôt joyeux et qui se mettent au service des autres. Ils ont comme projet d'aller intervenir au centre hospitalier de Métessy. D'accord. Et puis tout ça, eh bien, évidemment, ils ont besoin de bénévoles. Donc c'était l'occasion rêvée de parler d'eux. On peut les contacter si on a envie de rejoindre Voilà, il y a leur le numéro équipe. qui s'affiche en bas là. Voilà. Donc merci beaucoup Mais Cécile. de rien. Merci pour ces belles initiatives. Tu peux rester avec nous. D'accord, avec joie. Un petit rappel des titres, Olivia, on commence avec le Lyon-Turin. Oui, direction Modane avec Sébastien Germain pour le Lyon-Turin, où une convention a été signée entre la France et l'Italie pour, on va dire, éliminer la mafia du projet. C'est un petit peu fort, mais éviter qu'elle ne s'incruste. Qu'elle s'incruste dans le chantier, parce qu'effectivement, il y avait eu quelques petits soucis. Il y a Voilà, quelques mois. exactement. Et puis, on fera le point aussi sur le dossier loup. Oui, alors le plan loup, donc c'est Pauline Courceau qui a fait ce reportage. Donc c'est un plan qui a été proposé par le gouvernement qui est passé. Donc vous le verrez dans le reportage, ça ne satisfait personne en fait, Nickel. sauf le gouvernement. Donc donc c'est Pauline Courceau qui vous montrera tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve demain pour le petit dernier de la semaine. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, sera sur le plateau. Je recevrai aussi Patrice Iacovella, j'apprendrai son nom d'ici demain, qui est sophrologue pour enfants et qui a lancé des émoticartes. Et enfin, nous irons faire un tour au carnaval vénitien, puisque Camille nous proposera son agenda depuis le centre-ville d'Annecy, avec les masques, tout ça. Donc ça va être sympa. Elle le mettra, j'espère. Et on fait tout pour qu'elle le mette. Merci beaucoup de votre fidélité à toutes ces émissions sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe et puis passez une très belle soirée. À demain et Olivia au JT.